Pendant quelques minutes, les médecins l'ont déclaré cliniquement mort. Mais ce n'est pas ce qui l'a le plus bouleversé. Ce qu'il raconte avoir vécu ensuite a changé sa vie pour toujours. Il affirme avoir revu chaque instant de son existence, comme si rien n'avait été oublié. Soudain, j'ai commencé à entendre la panique dans leur voix, et ils se sont mis à crier les uns sur les autres. « Dépêchez-vous, il faut sauver ce gamin, on est en train de le perdre !» Tout à coup, j'observais toute la scène d'en haut. C'était presque comme s'il y avait une vitre entre l'endroit où j'étais, là-haut, et là où j'étais en bas. Et je regardais simplement mon corps sur la table d'opération, et je l'ai vu devenir comme une sorte de violet, comme un bleu de contusion, puis passer de ce violet à un bleu sans vie. Puis ça s'est transformé en un blanc cadavérique, et j'ai vu la machine cardiaque passer de bip, bip, bip à bip, et j'ai vu ma propre ligne plate depuis là-haut. Après avoir vu ma ligne plate, j'ai été immédiatement et sans transition transporté dans cette rétrospective de ma vie. Et c'était, je crois qu'on appelle ça une revue de vie, mais on m'a montré une vue approfondie de ma vie, comme si c'était un film, d'un point de vue extérieur, dans les moindres détails. Chaque détail de ma vie, du début à la fin. On m'a montré des moments de ma vie que j'avais complètement oubliés. Certains volontairement. Vous savez, on m'a montré des parties de ma vie dont je n'étais pas fier. On m'a montré des moments de ma vie où j'avais mal agi. Et dans ma revue de vie, on m'a montré des souvenirs fondamentaux, des choses qui m'avaient marqué et qui étaient restées avec moi tout au long de ma vie. Et le premier dont je me souviens, c'était ce moment où mon père, j'avais 4 ans. Mon père donnait une fessée à mon frère et moi à cause d'une altercation dans laquelle on s'était disputé. On avait souvent des ennuis. Mais mon père nous donnait la fessée avec une ceinture. Et je me souviens avoir ressenti du ressentiment toute ma vie parce qu'il nous frappait avec une ceinture et que c'était sa façon d'exprimer la discipline. Et pendant longtemps, j'ai détesté mon père à cause de la manière dont il nous punissait. Mais en regardant cela lors de la rétrospective de ma vie, j'ai pu ressentir ses raisons. Vous savez, je n'avais jamais envisagé ces situations de son point de vue auparavant. Et même si je pouvais être d'accord ou non avec ce qu'il faisait, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi il le faisait, ce que je n'avais jamais compris avant. Vous savez, à cet instant, je pouvais ressentir ce qu'il ressentait. Et il faisait simplement de son mieux pour discipliner mon frère et moi et faire de nous les meilleurs hommes possibles à ses yeux. Et pendant longtemps, en fait toute ma vie, je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais maintenant, lors de la rétrospective de ma vie, j'ai enfin pu pardonner à mon père. Et j'ai éprouvé de l'amour et de la compassion pour lui. Et j'avais presque envie de le remercier d'avoir fait ce qu'il pensait être le mieux, venant d'un bon endroit, avec de bonnes intentions. Et puis, le moment suivant, j'ai été transporté dans un autre souvenir où j'ai vu ma mère pleurer au 3e étage de notre immeuble. Nous vivions dans ces appartements à loyer modéré. Et ma mère pleurait, elle était ivre et elle avait une cigarette à la main. Et ma mère a eu du mal avec l'alcoolisme parce que notre père a fait beaucoup d'erreurs et il a fini par tromper ma mère, abandonnant notre famille dans une maison en voie de saisie. Et c'était vraiment une période difficile pour notre famille parce que ma mère était mère célibataire. Elle était mère au foyer et tu sais, quand mon père est parti, elle a dû subvenir aux besoins de notre famille. Donc ça a vraiment été difficile pour elle de perdre son mari et de devoir assumer seule l'éducation de 2 garçons. J'ai un frère. Donc le moment que je voyais dans la rétrospective de ma vie, c'était elle en train de pleurer à cause de ça, avec une bouteille de Jäger à la main. Et je me souviens m'être senti tellement en colère contre elle à ce moment-là, quand c'est arrivé. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi elle buvait autant. Et quand j'ai vu ça dans la rétrospective de ma vie, j'ai... Un peu comme pour mon père, quand j'ai revu ce moment-là, j'ai pu ressentir de la compassion pour elle, de l'empathie. Et j'avais presque envie de lui dire merci d'avoir fait de son mieux. Parce que je n'avais jamais été capable de reconnaître la douleur qui avait pu la pousser à boire autant. Et aujourd'hui, elle va bien. Tout le monde va bien maintenant. Mais dans cette rétrospective de vie, j'ai pu ressentir sa douleur. Et ça m'a donné envie d'avoir une seconde chance pour lui dire merci, pour dire merci à mon père aussi, et pour être là pour ma famille d'une façon que je n'avais jamais faite auparavant. Et puis, le dernier moment qui a défilé dans ma rétrospective de vie, c'était ce souvenir central pour moi, un magnifique match de basket où j'ai joué avec mon beau-père.
Après le divorce de mes parents, ma mère a rencontré ce bel homme qui s'appelait Mike, et c'était vraiment une âme incroyable. Un homme doux, très différent, vraiment très différent de mon père. Et c'était génial d'avoir les deux dans ma vie en même temps parce que mon père était strict et autoritaire, alors que Mike était juste un père de substitution doux, un peu protecteur. Donc J'avais 12 ans et Mike et moi avons joué à un super match de basket chez sa sœur. Et il y avait juste cet échange d'amour entre lui et moi. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et lors de la rétrospective de ma vie, j'ai pu ressentir ça à nouveau. Et tragiquement, 2 ans avant l'expérience que je décris, où je suis allé me faire opérer, où je suis mort sur la table d'opération, Mike est décédé d'une crise cardiaque. Et ça a été un choc terrible pour notre famille. Lors de la rétrospective de ma vie, on m'a montré ce beau moment de basket. Donc après la fin de la rétrospective de ma vie, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu... Non, pas un peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir en colère contre moi-même. Dégoûté, furieux. Parce que je n'ai jamais remercié ma famille tant que j'en avais l'occasion. Je ne leur ai jamais pardonné ni fait la paix. Et j'ai aussi laissé beaucoup de mon potentiel inexploité. Alors, quand j'ai eu fini de regarder la rétrospective de ma vie, j'ai été en colère que ce soit tout. J'avais l'impression que toute la douleur que j'avais traversée enfant avait été complètement gâchée et que j'avais simplement gâché ma vie. Vous savez, je suis mort plein d'amertume. Et dans mon dernier moment de conscience, j'avais peur de mourir. Je n'étais pas prêt à mourir. Je ne peux pas décrire ce sentiment avec des mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, mais les mots les plus proches qui me viennent à l'esprit sont désespéré, plein de regrets et d'amertume. Cette amertume. Et après un moment à me sentir effrayé de mourir, plein de regrets et totalement sans espoir, j'ai alors été transporté dans un endroit magnifique, vraiment magnifique, où tout était cristallin et bleu, et c'était presque comme si je percevais le monde extérieur depuis l'intérieur du diamant le plus pur de l'univers. C'était tout simplement magnifique, impossible à décrire avec des mots. Et il y avait des combinaisons de lumière réfractée, et chaque combinaison réfractée de lumière formait une couleur universelle. C'était une beauté tout simplement indescriptible. Et il n'y avait pas de temps dans cet endroit. Le temps et moi ne faisions qu'un. Et tout était uni dans ce lieu. Dans cet endroit, j'étais tout. Et tout était moi. Comme il n'y avait aucune notion du temps, j'avais l'impression d'être là pour l'éternité. La voix dans ma tête avait complètement disparu. Et je traitais l'information à une vitesse que je ne peux même pas comprendre aujourd'hui. J'avais une conscience totale et absolue de tout. Je savais tout simplement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je savais tout simplement. À partir de là, une silhouette étrange est apparue. Et sans un mot ni transition, il m'a immédiatement tendu un ballon de basket. Et c'était Mike, mon beau-père, que je venais de voir dans la rétrospective de ma vie. Et il m'a passé un ballon de basket. Et nous avons recréé exactement le même moment que je venais de revoir dans ma rétrospective, ce souvenir central. Il n'y avait aucune communication verbale, tout se faisait par télépathie. Lui et moi communiquions sans nom, on savait simplement ce que l'autre voulait exprimer et transmettre. Après avoir rejoué la partie de basket, Mike a commencé à reculer lentement et est devenu un peu plus sérieux. Son ton a changé. Par télépathie, il m'a fait comprendre qu'il avait été envoyé pour m'offrir quelque chose. Il m'a assuré qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce qu'il allait me demander, mais j'avais l'impression qu'il y en avait une. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il semblait qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse à ce qu'il allait m'offrir. Il m'a alors dit télépathiquement « Je sais ce que tu ressentais quand la rétrospective de Thalys est terminée. Je sais à quel point tu voulais juste revenir et avoir une seconde chance. Eh bien, je suis ici pour t'offrir une seconde chance. Tu peux rester ici avec moi, dans ce royaume magnifique et parfait, pour l'éternité, et je te promets qu'un jour notre famille reviendra ici et que tout ira bien pour tout le monde. Ou alors, tu peux avoir cette seconde chance que tu voulais, mais il y a une condition. Si tu choisis de revenir, alors tu as la responsabilité d'accomplir ta grande destinée. » Il appelait cela une grande destinée. Alors Mike m'a dit que je devais endurer le processus de découverte de ma grande destinée, puis la vivre pleinement. Même si je n'avais aucune idée de ce qu'était ma destinée à ce moment-là, je lui faisais confiance. J'ai pris la décision de revenir à cette vie, puis Mike s'est lentement éloigné et a disparu,
Et je me suis retrouvé à nouveau face à moi-même sur la table d'opération, où j'ai vu le médecin me faire l'injection qui m'a sauvé la vie. Et je me suis réveillé sur la table d'opération et je donnais des coups de poing au médecin parce que je me débattais avec moi-même à propos de la décision que j'avais prise. Je voulais pas quitter cet autre endroit. Il est important de préciser que dans cet autre endroit, je n'étais pas mort, j'étais vivant. En fait, j'étais plus vivant que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Et j'aimerais pouvoir le décrire. J'aimerais que les mots rendent justice à cette expérience. Mais ce n'est pas le cas. Dans cet endroit, j'étais tellement vivant. C'était plus réel que tout ce que j'avais pu vivre ici et j'en ai conclu que c'est là ma véritable maison. Je crois vraiment que c'est ma vraie maison et je crois qu'un jour j'y retournerai. Après mon EMI, je mentirais si je disais que le retour à la vie quotidienne a été facile. Vous savez, j'ai grandi sans aucune croyance spirituelle ou religieuse. Et après cette expérience, j'ai dû remettre en question tout ce que je pensais être vrai sur la vie et la mort. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment cru en un dieu ou en une vie après la mort. Et il m'est impossible d'effacer ce que j'ai vu ou de ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu. Donc, j'ai dû maintenant réaligner et remodeler ma vie autour de ces nouvelles croyances. Avec ça, vous savez, on m'a dit que j'avais une grande mission à accomplir. Et j'ai su immédiatement en revenant que ce n'était pas le baseball. Et finalement, je suis revenu et j'ai rejoué au baseball. J'ai finalement subi l'opération qui était initialement prévue ce jour-là, mais c'était comme si j'essayais de forcer les choses. C'était comme si j'essayais de faire rentrer un carré dans un trou rond. Je n'aimais plus ce sport. Et quand je suis revenu sur le terrain, j'étais nul, parce que je n'avais plus d'amour pour ce jeu. Et vous savez, pendant les 19 premières années de ma vie, mon identité, mes relations, ma personnalité était façonné autour du fait d'être un espoir de devenir sportif professionnel. Donc quand je suis revenu à cette vie et que je n'aimais plus le jeu de la même façon, ça a été un chemin vraiment difficile pour me retrouver. Parce que je pensais que j'étais un joueur de baseball. Je pensais que j'étais cette personne. Et quand je suis revenu, je n'étais tout simplement plus cette personne. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Mes relations avec les membres de ma famille ont énormément souffert. Parce qu'ils aimaient l'ancienne version de moi. Et maintenant, tout va bien. On a réglé ces problèmes. Mais il m'est aussi arrivé de remettre en question et de me battre énormément avec moi-même à propos de ma décision de revenir à cette vie. À cause de la difficulté du retour et de la confusion que cela a provoqué chez moi. Car je me suis complètement perdu. Vous savez, j'ai dû désapprendre qui j'étais pendant les 19 premières années de ma vie. Et réapprendre une nouvelle version de moi-même. Donc parfois, ça a été tellement difficile que j'ai eu envie de retourner à cet endroit, parce que là-bas, tout semblait plus logique. Mais maintenant, je me rends compte que je suis ici pour une raison, et j'ai trouvé le but dont Mike parlait. Et dans mon livre « Devenir prêt à mourir », j'explique ce que c'est. Et en gros, à chaque instant de ma vie, je veux m'assurer d'être prêt à mourir. Parce que repenser à sa vie dans ces derniers instants, en sachant qu'on n'a pas donné le meilleur de soi-même et qu'on ne peut plus rien y changer, c'est terrible. Dire que c'est le pire sentiment que j'ai jamais ressenti dans ma vie ne rend pas justice à ce que c'est vraiment. J'ai cette théorie selon laquelle il n'y a qu'un seul moment dans notre vie qui compte plus que tous les autres. Et c'est le dernier. Mais le truc, c'est qu'aucun de nous ne sait quand viendra son dernier moment, donc il est très important de traiter chaque instant comme si c'était le dernier. Et je ne l'ai pas fait la première fois, et j'ai subi la conséquence d'avoir le dernier moment de ma vie comme le pire. Donc, dans mon livre, je décris le processus en 12 étapes que j'ai découvert et qui m'a aidé à me préparer à la mort. Un peu comme un athlète se prépare pour un match ou pour affronter un adversaire. Quand je suis revenu, je n'avais aucune idée de comment gérer tout ça. Comment faire la paix avec tous ces changements. Je ne savais faire qu'une chose, être joueur de baseball. Je ne savais que me préparer à affronter d'autres équipes. Alors je me suis dit, et si je considérais la mort comme un adversaire? Comment est-ce que je me préparerais? Et j'ai découvert que le processus de préparation pour affronter un adversaire dans un sport comme le baseball et celui pour affronter l'adversaire ultime, la mort, c'est le même processus. C'est ce que j'ai eu une seconde chance d'expliquer à travers mon livre « Devenir prêt à mourir ». Je crois que la raison pour laquelle j'ai eu une seconde chance, c'est pour aider les autres à ne pas ressentir ce que j'ai ressenti dans les derniers instants de ma vie. S'il y a une leçon qui m'a vraiment marqué plus que tout dans toute cette expérience, c'est qu'on ne sait jamais quand notre dernier moment va arriver. Et je dis ça parce que je suis entré dans cette opération sans penser une seule seconde à la mort.
J'étais prêt à me faire opérer, puis à rentrer chez moi, puis à retourner sur le terrain de baseball. Et 15 minutes après le début de l'opération, j'étais mort. Et il n'y avait rien que je puisse faire. Vous savez, je n'avais absolument aucun contrôle sur la situation. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que, vous savez, les gens disent oh, à tout moment, ça peut être la fin. Mais en fait, c'est vraiment la vérité. C'est une chose de le dire, mais c'en est une autre de vivre avec ça en arrière-plan, dans un coin de sa tête. Donc pour moi, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, ce serait de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Parce qu'en réalité, ça pourrait l'être.